Mon frère a vidé mon compte pendant que j'étais hospitalisé. Il disait que j'allais probablement mourir. Je suis sorti plus vite que prévu. Je suis un homme de 36 ans. Le jour où j'ai regardé l'écran de mon application bancaire depuis mon lit d'hôpital et que j'ai vu mon compte presque à zéro, j'ai compris que le danger ne venait pas seulement du truc qui attaquait mon corps, mais aussi de celui que j'avais laissé entrer toute ma vie dans ma maison, dans ma confiance, dans mes projets. Je venais de passer 3 jours à me demander si j'allais garder mes organes, et au moment où je respirais enfin un peu mieux, je découvrais que mon propre frère avait profité de ce temps pour me dépouiller. J'étais hospitalisé pour quelque chose de sérieux, pas un petit truc. Douleurs violentes, infection, fièvre, examen en chaîne. Les médecins parlaient de risques, de complications possibles. J'avais peur, mais je restais accroché à l'idée que je devais sortir pour ma femme et ma fille. Pendant ce temps, ma famille venait me voir en me regardant comme si j'étais déjà entre deux mondes. Mon frère, Marc, jouait le rôle du grand soutien. Il disait qu'il gérait tout dehors. Je ne savais pas encore ce que ce tout voulait dire. Depuis toujours, on m'a répété que la famille, c'est la sécurité. Marc et moi, on a grandi dans la même maison, avec les mêmes parents, les mêmes repas, les mêmes galères. En théorie, c'était simple. En pratique, la différence a toujours été claire. Lui, c'était le préféré. Celui à qui on pardonne tout. Celui qu'on excuse. Celui dont les erreurs sont des expériences. Moi, j'étais celui qui devait être raisonnable, solide, utile. J'ai pris ce rôle sans discuter, jusqu'au jour où ça s'est retourné contre moi. Marc a toujours eu un problème avec l'argent. Pas parce qu'il en manquait, mais parce qu'il refusait de vivre avec ce qu'il avait. Il changeait de job tous les 6 mois, il montait des projets qui finissaient en dette, il empruntait à tout le monde, il faisait des crédits pour des choses inutiles. Mon père disait que c'était un rêveur. Ma mère disait qu'il fallait l'aider. Moi, je finissais souvent à combler des trous pour éviter les drames. À chaque fois, on me disait que c'était la dernière fois. Quand je me suis marié, j'ai décidé d'être plus prudent. J'ai commencé à mettre de l'argent de côté. Petit à petit. Pas des sommes énormes, mais assez pour construire une sécurité pour ma famille. J'ai travaillé plus, j'ai accepté des heures supplémentaires, j'ai refusé les vacances trop chères. Ma femme me suivait. On se limitait, on comptait. Pendant que Marc brûlait son salaire en soirée et en achats impulsifs, je remplissais mon compte épargne pour un projet de maison. Bien sûr, ma famille n'a pas vu ça comme un effort, mais comme une différence de caractère. Ils disaient que j'étais radin, que j'étais obsédé par l'argent. Ils rigolaient quand je disais non à certaines dépenses inutiles. Ils prenaient ça comme un défaut. Mais quand il fallait payer quelque chose pour nos parents, pour un problème urgent, c'est vers moi qu'ils se tournaient. Là, mes économies devenaient soudain normales. On oubliait les insultes, on se souvenait juste que j'étais celui qui avait eu de quoi aider. Quand je suis tombé malade, tout est allé vite. Douleur. Urgence. Chirurgie. Hospitalisation. Ma femme s'est retrouvée à gérer seule la maison, notre fille, les papiers, les appels. Marc est apparu comme le sauveur. Il l'a aidé pour certaines démarches, il a pris notre fille à l'école quand elle était à l'hôpital avec moi, il a fait le taxi. Nos parents le remerciaient sans arrêt. Ils disaient que c'était beau de voir un frère si présent. Personne ne se demandait ce qu'il faisait d'autre pendant qu'on lui ouvrait toutes les portes. Pendant mon séjour, je ne me suis pas préoccupé de l'argent au début. Je pensais à rester en vie, à éviter les complications. Je me disais que quelques jours d'arrêt ne changeraient pas un compte bien géré. Je savais qu'on avait une petite réserve. C'est cette réserve qui me rassurait quand je voyais les jours d'hôpital s'enchaîner. Je me disais que même si je restais un peu plus longtemps, même si ma femme devait réduire son travail, on tiendrait. Cette idée tenait debout tant que je ne regardais pas les chiffres. Le choc est venu à cause d'un détail idiot. Dans ma chambre, un infirmier m'a demandé si tout allait bien côté administratif, assurance, mutuelle. Je lui ai dit que oui, que j'étais à jour. Par réflexe, j'ai attrapé mon téléphone pour vérifier un truc. J'ai ouvert mon application bancaire. J'ai regardé le solde. J'ai cru à un bug. Puis j'ai regardé l'historique. Là, j'ai vu des retraits qui ne venaient pas de nous. Plusieurs gros retraits rapprochés, sur quelques jours, sur le compte épargne que j'avais mis des années à remplir. Mon cœur s'est serré d'une manière différente de la douleur physique. Des retraits au distributeur, parfois le même jour, avec un plafond utilisé à fond.
de l'argent transféré vers un autre compte, que je ne connaissais pas, des opérations que je n'avais pas validées. Ma femme était à côté. Je lui ai demandé si c'était elle. Elle a blêmi. Elle n'y comprenait rien. Elle n'avait même pas eu le temps d'ouvrir l'application depuis mon hospitalisation. Elle passait ses journées entre le travail, l'hôpital et notre fille. La première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est la peur d'une fraude externe. Quelqu'un qui aurait piraté mon compte. J'ai appelé immédiatement la banque. J'ai expliqué la situation. Le conseiller a regardé. Rien ne l'étonnait. Il m'a dit calmement que les retraits étaient faits avec ma carte, pas en ligne. Pas par quelqu'un qui a deviné le mot de passe. Par une personne qui avait physiquement la carte et le code. Il a ajouté que, pour les virements, ils avaient été validés via l'application depuis un appareil déjà enregistré. Il m'a demandé si quelqu'un d'autre avait accès à mon téléphone ou à mes codes. C'est là que tout s'est aligné. Avant mon opération, j'avais donné mon portefeuille à ma femme. Elle l'avait mis dans un sac avec d'autres affaires. Ce sac était resté chez mes parents une partie du temps, quand elle devait se déplacer plus léger avec notre fille. Marc passait souvent chez eux. Lui et moi, on s'était déjà dépannés mutuellement avec des virements. Il avait déjà vu mon téléphone déverrouillé, il savait comment je rangeais ma carte. J'ai compris que le danger ne venait pas d'un inconnu. Il venait de chez moi. J'ai demandé à ma femme si elle avait donné ma carte à quelqu'un. Elle m'a dit que Marc l'avait prise une fois pour aller chercher quelque chose en vitesse pendant qu'elle pleurait dans le salon après m'avoir laissé à l'hôpital. Il avait dit qu'il reviendrait avec de quoi manger. Il était revenu avec des sacs, il avait posé les tickets, tout avait l'air normal. Mais maintenant, je savais qu'en plus de ça, il avait pris autre chose. Il avait pris le code. Il avait pris la permission qu'on ne donne jamais vraiment, celle qu'on croit implicite quand on pense que c'est la famille. Le conseiller m'a proposé de bloquer la carte, de lancer une réclamation. Il parlait de procédure, de délai, de vérification. Je l'écoutais à peine. J'étais déjà en train de revisiter chaque moment où Marc avait posé sa main sur mon épaule en me disant que j'étais fort, que j'allais m'en sortir. Pendant que je me battais avec la douleur, lui se battait pour vider mes comptes le plus vite possible, comme si j'allais disparaître et lui laisser tout ça. Le pire, ce n'est pas seulement le fait qu'il ait pris l'argent. C'est la phrase que ma mère a lâchée quand je l'ai appelé pour lui dire ce que je venais de découvrir. Je lui ai parlé des retraits, des virements, de l'accès à la carte. Je lui ai dit que tout pointait vers Marc. Au lieu de s'effondrer, elle a eu un silence. Elle a fini par dire une chose qui m'a glacé. Elle m'a dit que Marc avait parlé d'utiliser mon argent au cas où, parce que les médecins étaient inquiets et qu'il fallait bien que l'argent serve à quelqu'un s'il m'arrivait quelque chose. Elle venait de confirmer que, dans leur tête, j'étais déjà presque mort, et que cette idée avait suffi à faire tomber la dernière barrière. Ils n'ont pas attendu un testament. Ils n'ont pas attendu une décision officielle. Ils ont anticipé ma mort en se servant dans mes comptes. Ils ont transformé mon épargne de sécurité en bonus de fin de partie. Sans un enterrement, sans un acte, sans un notaire, sans rien. Je lui ai demandé si elle se rendait compte de ce qu'elle disait. Elle a essayé de se rattraper. Elle disait que Marc était sous pression, qu'il avait peur pour moi, qu'il était perdu. Elle parlait de son stress. Elle ne parlait jamais du mien, ni de celui de ma femme, ni de celui de ma fille. Tout tournait autour de lui. Comme toujours. Elle cherchait déjà à excuser l'inexcusable. Ma maladie venait de devenir une justification pour son vol. Mon père, lui, n'a pas été choqué comme je m'y attendais. Il a parlé de malentendu. Il a dit que Marc pensait sûrement que l'argent servirait à payer des choses pour moi, pour l'hôpital, pour les trajets, pour ma fille. Il essayait de repeindre le vol en aide. Il disait qu'il fallait d'abord parler calmement. Je savais déjà ce que ça voulait dire. Traduction, on va minimiser, on va te faire passer pour dur si tu réclames, on va te dire de garder ça en famille. À l'hôpital, la colère a commencé à m'aider plus que les médicaments. J'avais mal, mais je n'étais plus seulement un malade. J'étais un homme qu'on venait de dépouiller pendant qu'il était branché à des machines. Je voyais la tête de Marc dans ma tête, son sourire facile, ses phrases sur le fait qu'on est frères pour la vie. Tout ça sonnait comme une mauvaise blague. Il avait profité du moment où ma vie tenait à un fil pour couper le tuyau de mes économies. Je pensais aussi à ma femme. Elle était épuisée, elle culpabilisait. Elle se sentait responsable parce qu'elle avait laissé le sac chez mes parents, parce qu'elle avait laissé Marc prendre la carte.
Je voyais qu'elle se reprochait de ne pas avoir été plus méfiante. Je refusais de lui mettre ça sur le dos. Elle n'avait pas volé. Elle avait fait confiance, comme moi. C'est Marc qui avait décidé que ma maladie était une opportunité. Quand les médecins ont annoncé que l'opération s'était bien passée, que le risque immédiat était passé, j'ai senti un mélange puissant. Soulagement de vivre, rage devant ce que j'allais retrouver dehors. Je savais que ma sortie ne serait pas une simple convalescence. J'allais devoir me battre pour récupérer ce qui pouvait l'être, ou au minimum pour ne pas laisser ce vol être traité comme un simple malentendu familial. Je suis sorti plus vite que prévu. Mon corps n'était pas encore prêt, mais ma tête refusait de rester allongée pendant que mon frère utilisait peut-être mon argent pour continuer ses bêtises. J'ai signé la sortie contre avis médical. Les médecins m'ont mis en garde. Je leur ai dit que j'avais une autre urgence. Ils ne savaient pas que ma nouvelle urgence était d'empêcher ma propre famille de considérer ma survie comme un problème. Le jour de ma sortie, Marc est venu me chercher en voiture. Il avait ce sourire un peu forcé. Il parlait de ma chance. Il disait qu'il était soulagé. Il jouait encore le rôle du frère dévoué. Dans l'ascenseur de l'hôpital, je le regardais et je me retenais de lui sauter à la gorge. Je voyais dans son regard qu'il ne savait pas encore que j'avais tout vu sur l'application. Il pensait avoir encore une avance. Il ne l'avait plus. Je me suis tu sur le trajet. Je gardais mes forces pour ce qui allait suivre. Je savais qu'une fois la porte de chez moi refermée, il n'y aurait plus de masque. Plus de on est frères. Plus de phrases toutes faites. Il n'y aurait que les faits. Mon compte vidé. Mon état encore fragile. Et ce choix qu'il avait fait pendant que je ne pouvais même pas me lever de mon lit. À peine rentré chez moi, je me suis assis dans le canapé, pas pour me reposer, mais pour ne pas tomber. Mon corps était faible, ma tête bouillait. Marc tournait autour, gêné, comme s'il ne savait pas quelle posture prendre. Il voulait être le frère gentil, celui qui installe, qui rapporte un sac, qui demande si j'ai besoin d'eau. Je l'ai arrêté net. Je lui ai dit qu'on devait parler d'argent. Juste ce mot a suffi pour faire disparaître son sourire. Je lui ai mis l'application bancaire sous le nez. Je lui ai montré les retraits, les virements, les dates. Je lui ai expliqué calmement que ces opérations avaient été faites pendant que j'étais à l'hôpital, avec ma carte, avec mon téléphone. Je lui ai dit que les seules personnes qui y avaient accès étaient proches. Je lui ai demandé où était passé mon argent. Il a commencé par jouer la surprise. Il a feint la découverte. Il a dit qu'il ne comprenait pas. Sa voix tremblait, mais pas de choc. De peur. Quand il a compris que la banque avait confirmé l'utilisation de ma carte et de mon appareil, il a changé de version. Il est passé à l'excuse. Il a dit qu'il avait pris un peu d'argent pour gérer certaines choses, qu'il allait me rembourser, qu'il avait eu peur pour moi. Il essayait déjà de réécrire l'histoire. Il minimisait les montants. Il ne parlait pas des virements vers son propre compte. Il ne parlait pas du fait que le solde avait chuté de plusieurs années d'efforts en quelques jours. Je lui ai posé la seule question qui comptait. Est-ce qu'il pensait vraiment que ma possible mort lui donnait le droit de se servir comme héritier anticipé? Je lui ai demandé s'il s'était imaginé à ma place, en train de signer un papier pour lui transmettre cet argent. Il n'a pas répondu. Il s'est contenté de dire qu'il avait paniqué, qu'il avait entendu les médecins dire que mon cas était grave, qu'il s'était dit qu'il fallait préserver l'argent dans la famille. Il se cachait derrière une pseudo-logique familiale. La vérité, c'est qu'il s'était vu comme gagnant d'un ticket tombé du ciel. Le plus dur, ça a été de voir la réaction de mes parents quand ils sont arrivés plus tard. Je pensais qu'ils seraient choqués, qu'ils prendraient ma défense, qu'ils recadreraient Marc. Ils ont commencé par s'excuser faiblement, mais sans aller jusqu'au bout. Ils répétaient que la maladie avait troublé tout le monde, que Marc avait fait n'importe quoi sous la pression, que ce n'était pas réfléchi. Ils cherchaient surtout à calmer l'atmosphère. Ils ne se rendaient pas compte que, pour moi, ce n'était pas une histoire de colère passagère, mais de confiance détruite. Ma mère a fini par lâcher ce qu'elle pensait vraiment. Elle m'a dit qu'au fond, j'avais de la chance d'être vivant, et que l'argent, ça se refaisait. Cette phrase m'a frappé plus fort que n'importe quelle perfusion. Pour elle, le vol était moins grave que le fait que je m'y accroche après une maladie grave. Elle transformait ma revendication légitime en caprice. Elle ne comprenait pas que ce n'était pas seulement une question de billets, mais aussi de respect de ma place de fils, de mari, de père. Mon père, lui, a sorti l'argument classique. Il disait que les frères doivent se serrer les coudes,
qu'on ne traîne pas la famille en justice, qu'on ne met pas la police dans nos problèmes. Il disait que Marc devait rembourser, oui, mais à son rythme, sans l'enfoncer. Il me demandait de laisser du temps. Il ne voyait pas que le temps, c'est justement ce que Marc avait utilisé contre moi, en profitant du moment où je n'étais pas là pour parler. Plus les minutes passaient, plus je voyais les alliances se dessiner clairement. D'un côté, Marc et mes parents, en train de minimiser, d'arrondir, d'étaler la culpabilité. De l'autre, ma femme, silencieuse, serrant notre fille contre elle, en train de comprendre qu'on ne pourrait plus compter sur eux comme avant. Je venais de sortir d'un hôpital qui m'avait sauvé la vie. Je rejoignais une maison où ma propre famille essayait de sauver la face de celui qui m'avait dépouillé. J'ai pris une décision très simple. J'ai dit à Marc qu'il avait une semaine pour me rendre tout ce qu'il avait pris, ou au minimum pour prouver noir sur blanc où l'argent était passé. Facture, relevé, preuve. Je lui ai aussi dit que, si ce n'était pas le cas, je déposerais plainte. Il a explosé. Il a dit que j'étais fou, que je voulais détruire la famille, que j'exagérais. Il a joué la victime. Il a même osé dire que lui, au moins, avait été présent pendant mon hospitalisation. Comme si venir me voir lui donnait un droit sur mes comptes. Mes parents ont pris sa défense. Ma mère s'est mise à pleurer, pas pour moi, mais pour l'idée que deux frères puissent en arriver là. Mon père m'a dit que je mettais la loi des étrangers au-dessus de la famille. Je leur ai répondu que ce n'était pas moi qui avais brisé cette famille, mais celui qui avait mis sa main dans le portefeuille de son frère malade. Ils n'ont pas voulu l'entendre. Ils préféraient croire que la faute venait de ma dureté. La semaine qui a suivi a été un mélange de convalescence physique et de guerre silencieuse. Mon corps récupérait lentement. Ma tête, elle, se durcissait. Marc m'envoyait des messages confus. Tantôt il promettait un remboursement rapide, tantôt il revenait sur la gravité des circonstances, tantôt il me culpabilisait en me parlant de nos parents qui souffraient de nous voir en conflit. Il essayait de gagner du temps. Il comptait sur le fait que je serais trop fatigué pour aller au bout. Ma femme a été la seule à rester alignée. Elle m'a dit que si je laissais passer, je regretterais toute ma vie. Elle voyait plus clair que moi parfois. Elle savait que ce n'était pas seulement une histoire d'argent, mais une question de message. Si on laissait Marc s'en sortir avec quelques excuses, il n'y aurait plus de limite. La prochaine fois, ce n'est pas un compte qu'il viderait, mais peut-être une part de maison, un jour d'héritage, un droit sur notre fille. Au bout de la semaine, rien n'était revenu. Pas un centime. Juste des promesses vagues, des excuses répétées, des tentatives de détourner la discussion. J'ai pris mes papiers. Je suis allé au commissariat. J'ai raconté les faits. J'ai donné les relevés. J'ai expliqué que je sortais de l'hôpital, que mon frère avait utilisé ma carte sans mon accord. Le policier m'a regardé avec un mélange d'habitude et de malaise. Il m'a dit que les histoires de famille étaient souvent les plus sales. Il m'a prévenu que ça allait être long, mais faisable. Quand la plainte a été enregistrée, je me suis senti à la fois soulagé et sale. Personne ne rêve de voir le nom de son frère écrit dans une procédure. Mais c'était ça ou accepter d'être le pigeon officiel de la famille. Je savais que mes parents allaient me haïr pour ça. Je savais que les repas de famille étaient morts. Je savais que les cousins, les tantes, les oncles allaient prendre parti, souvent sans connaître tous les détails. Mais je savais aussi que, si je ne mettais pas une frontière maintenant, je n'en aurais plus jamais. Quand ils ont appris pour la plainte, ça a explosé. Ma mère m'a appelé en criant. Elle m'accusait de tuer son fils. Elle disait que je voulais le voir en prison. Elle ne parlait jamais de ce qu'il m'avait fait. Elle ne prononçait jamais le mot vol. Elle parlait de bêtises. Elle demandait comment je pouvais envoyer mon propre frère devant la justice après avoir été sauvé. Elle utilisait le fait que j'étais encore en vie comme argument pour minimiser le reste. Mon père, lui, a cessé de m'appeler pendant un moment. Il a choisi le silence comme punition. Il est resté collé à Marc. Il répétait à tout le monde que j'étais devenu dur, que l'hôpital m'avait changé, que j'avais perdu le sens des priorités. Il oubliait que ce n'est pas l'hôpital qui m'avait vidé mon compte. Il oubliait que Marc avait profité de mon absence pour se servir. Il préférait raconter une histoire où le problème principal était ma réaction. Marc, évidemment, a joué la carte de la victime partout. Il disait que je l'avais trahi. Il racontait que je l'avais jeté aux flics pour un prêt mal compris. Il transformait le vol en arrangement. Il insistait sur le fait qu'il était venu me voir tous les jours à l'hôpital. Il se présentait comme le frère présent, écrasé par l'ingratitude.
Il ne mentionnait jamais les retraits alignés comme des balles sur mon relevé. Il ne parlait jamais du moment où il avait tapé mon code, où il avait glissé ma carte dans la machine en se disant que, de toute façon, je n'en aurais peut-être plus besoin. Les démarches ont pris du temps. L'enquête, les convocations, les auditions. Marc a essayé de faire le malin devant les policiers. Il a commencé par nier, puis il a reconnu certains retraits en parlant de service. Il a essayé de faire croire qu'il avait eu mon accord indirect. Il a tenté de jouer sur la confusion. Mais les montants, le nombre d'opérations, le contexte, tout parlait contre lui. Il a fini par avouer une partie en espérant limiter la casse. La banque a coopéré. Certaines sommes ont pu être gelées. Pas tout. Il avait déjà dépensé une grande partie. Je voyais noir sur blanc ce qu'il avait fait avec une partie de mon argent. Des paiements dans des magasins, des sites en ligne, des bars. Pas des médicaments pour moi, pas du carburant pour venir à l'hôpital. Pas des dépenses pour ma fille. Juste ses envies habituelles, son style de vie à crédit, mais cette fois sur mon dos. Sur le plan légal, j'ai réussi à récupérer une partie des fonds, entre les actions de la banque et les obligations mises sur Marc. Ce n'était pas complet. Il y avait un trou, et ce trou représentait des années d'efforts que personne ne me rendrait. Sur le plan familial, la cassure était totale. Mes parents n'ont pas digéré que je ne retire pas ma plainte. Ils ont pris ça comme une trahison envers leur rôle de parents. Ils n'ont jamais vraiment pris le temps de voir que c'est Marc qui nous avait trahis tous. Aujourd'hui, je ne vois plus Marc. Je n'ai plus de contact. Je n'ai plus son numéro. Je ne sais pas ce qu'il raconte sur moi. Je m'en fiche. Je sais ce qu'il a fait. Je sais ce que j'ai vu sur mon écran ce jour-là à l'hôpital. Je sais aussi comment ma mère m'a parlé, comme si ma vie sauvée compensait naturellement mes économies perdues. Comme si l'un devait effacer l'autre. Pour moi, ce sont deux histoires différentes. Les médecins m'ont sauvé. Mon frère m'a achevé dans un autre domaine. Avec mes parents, les liens restent froids. On se parle parfois pour des choses essentielles, mais sans profondeur. Ils n'ont jamais vraiment reconnu leur erreur de positionnement. Ils restent dans l'idée que j'ai été trop loin. Ils ne voient pas qu'ils ont couvert un vol parce que l'auteur était leur enfant favori. Ils ont préféré protéger son image que la réalité de ce qu'il avait fait. Ils ont perdu quelque chose avec moi ce jour-là. Peut-être leur statut de repère. Je les regarde aujourd'hui comme des gens qui ont choisi leur camp. Ma femme et ma fille, elles, ont vu tout ce qui s'est passé. Ma fille est encore jeune, mais elle a compris que son oncle avait pris quelque chose d'important pendant que son père était malade. Elle a vu les disputes, les pleurs, les messages. Elle a vu son grand-père me tourner le dos. Elle sait que tout le monde ne réagit pas pareil face à l'injustice. Ça lui donne une leçon brutale sur la famille. Pas celle qu'on souhaite, mais celle qui existe parfois. Ce que je retiens, ce n'est pas juste qu'un frère peut voler, c'est qu'un frère peut te rayer de sa propre conscience en te considérant presque mort avant l'heure. Marc n'a pas seulement pris de l'argent. Il a décidé qu'il avait plus besoin de ma sécurité que moi. Il a tranché dans mon futur pendant que les médecins tranchaient dans mon corps. Il a gardé pour lui la seule certitude qu'il avait, même si je revenais, il se débrouillerait pour transformer ça en malentendu. Mon frère a vidé mon compte pendant que j'étais hospitalisé. Il disait à nos parents que j'allais probablement mourir. Je suis sorti plus vite que prévu. Je suis revenu dans une famille qui avait déjà imaginé ma place vide au point de partager mes économies avant même de savoir si je respirerais encore. Je ne peux pas changer ce qu'ils ont fait. La seule chose que j'ai choisie, c'est de ne plus accepter que la parole famille serve d'excuse pour m'écraser. Le reste, ils devront le gérer sans moi. Pour des histoires encore plus captivantes, essayez Audible gratuitement pendant 1 mois. Lien en description.